C'est l'heure de la dernière tranche d'information de la journée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres à la une de l'actualité. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé préside la table ronde sur le financement climatique à Abidjan. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique, une thématique d'actualité. Plusieurs institutions et le secteur privé se concertent pour mieux accompagner cette action. Les détails dans ce journal. La présidente du Sénat est à Montréal, au Canada. Kandia Camara y séjourne dans le cadre de la 49e Assemblée parlementaire de la francophonie. Sur place, la présidente de la Chambre haute multiplie rencontres et entretiens pour le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Dans cette édition, nous irons à Abuja, au Nigeria, où se tient la 92e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Une rencontre en prélude à la conférence des chefs d'État du dimanche prochain. Au cœur de ces assises, la situation économique de l'organisation sous-régionale, la résolution des crises de certains pays et la lutte contre le terrorisme. Merci de votre attention. Démarrons ce temps d'information par la lecture d'un télégramme officiel du président de la République Alassane Ouattara à son homologue de la République islamique de Mauritanie. Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de la République islamique de Mauritanie m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, nos vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je forme des vœux ardents de santé et de bonheur pour votre Excellence, de même que ceux de succès continue dans l'exercice de votre haute et exaltante fonction. Je saisis cette occasion pour vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer, toujours de concert avec vous, au raffermissement des liens d'amitié et de coopération qui unissent heureusement nos deux pays dans l'intérêt bien compris de nos peuples respectifs. Très haute et fraternelle considération, signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Réussir le pari de la lutte contre le dérèglement climatique. La Côte d'Ivoire, loin d'être intimidée par ce défi. Le pays se dote de divers mécanismes de financement. La Banque mondiale et le FMI, ainsi que le secteur privé, tous réfléchissent à Abidjan sur les moyens de mieux accompagner cette action climatique. Des travaux ouverts par Robert Begré-Mambé, chef du gouvernement, représentant le vice-président de la République. Les détails avec Franck Wadio et Adama Kiré. C'est un creuset de réflexion pour la mobilisation de l'investissement privé en faveur de l'environnement. Abidjan abrite la table ronde internationale de financement de l'action climatique qui met sur une même table Fonds monétaire international, Banque mondiale, secteur privé, gouvernement ivoirien et l'agenda est clair. Pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique, nous devons mobiliser des financements importants. Ainsi, le montant des investissements nécessaires est estimé à 22 milliards de dollars d'ici 2030. Ce montant représente 17% de notre PIB projeté pour cette période. La Côte d'Ivoire se munit alors des outils pour réaliser le défi, encouragement donc des instances financières internationales dont l'appui est souhaité. Dans les secteurs les plus sensibles, ou si vous voulez les plus vulnérables, nous nous tenons à vos côtés, comme par exemple le secteur de l'eau, où nous avons récemment, à travers notre conseil d'administration, approuvé un financement de 825 millions de dollars dans le cadre de l'approche programmatique multiphase. Pour ce qui concerne l'énergie, nous sommes déterminés à vous soutenir dans le cadre du programme Empower Africa, avec un accompagnement pour la réduction du mix énergétique à plus de 45% dans les années à venir. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, représentant le patron de la cérémonie, le vice-président Koné Meilet, encourage la bonne tenue des travaux et note les progrès ivoiriens. Dans cette perspective, l'appui des partenaires internationaux, des institutions financières, des donateurs et des investisseurs privés apparaît essentiel pour amplifier nos efforts et atteindre nos objectifs climatiques. C'est tout le sens de la présente table ronde, dont l'objectif est de solliciter votre appui. Bien entendu, nous poursuivrons également de manière responsable nos initiatives internes pour renforcer la mobilisation des ressources propres afin de garantir un financement durable de nos actions contre le changement climatique, car c'est ensemble que nous pourrons catalyser un changement positif et significatif.
au Premier ministre de rappeler la nouvelle orientation de l'objectif de base de réduction de 28 à 30,4% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Y parvenir, c'est tout un engagement renforcé par des initiatives telles Abidjan Legacy Programme à la COP 15 d'Abidjan. L'enjeu est en définitive de renforcer la coopération à travers le financement pour faire face de façon durable aux effets du changement climatique. 49e Assemblée parlementaire de la francophonie à Montréal, en terre canadienne, Kandia Camara est présente à ses assises. En marge de cette rencontre, la présidente du Sénat a échangé avec la ministre québécoise de l'enseignement supérieur, un entretien sous fond de renforcement de coopération dans les domaines de la formation professionnelle, de l'économie et du genre. Sur place, Kader Sogodogo. Montréal au Canada. La présidente de la Chambre haute du Parlement ivoirien, le Sénat, Kandia Kamisoko Camara, est accueillie par Pascal Derry, ministre québécoise de l'enseignement supérieur. Une rencontre qui se tient en marge de la 49e Assemblée parlementaire de la francophonie. Les deux personnalités, après les civilités d'usage, vont par la suite prendre place en compagnie de leurs délégations respectives pour des échanges axés sur la coopération. Tour à tour, la formation professionnelle avec la possibilité d'augmenter le nombre de jeunes Ivoiriens en immersion au Canada. L'économie pour booster la volonté d'industrialisation. Le genre, avec un regard particulier sur l'essor de la femme, vont être abordés. Nous avons plus de 1700 étudiants boursiers ici, grâce justement à cette coopération. Et nous avons aussi beaucoup d'autres étudiants qui font leurs études ici dans de très bonnes conditions. Nous avons profité de l'occasion pour demander à Madame la ministre d'être notre porte-parole auprès du gouvernement canadien afin que cette relation économique soit diversifiée. Il y a certes les ressources minières, mais nous sommes un pays agricole et nous avons décidé aujourd'hui de transformer notre économie à travers l'industrialisation. Donc on souhaite que de nombreuses entreprises canadiennes viennent s'installer en Côte d'Ivoire dans le domaine de la transformation de nos matières premières, ce qui va contribuer à prendre en compte la jeunesse qui est très nombreuse en Côte d'Ivoire et les femmes aussi, à travers des emplois qui seront créés. Le Canada entend continuer d'apporter son soutien à la Côte d'Ivoire. Les mines, l'agriculture, ce sont des secteurs clés justement en Côte d'Ivoire. Nous aussi, ici au Québec, on a ces secteurs clés, on a cette expertise à partager. C'est la raison pour laquelle il y a eu toute une mission économique qui a été dirigée il y a quelques mois du côté d'Abidjan dans ces secteurs clés-là, avec des cégeps, donc le réseau collégial ici, donc l'enseignement supérieur qui participe à ces missions-là. On essaie d'avoir la meilleure synergie entre les entreprises et évidemment le secteur de l'enseignement supérieur quand on fait ce genre de mission à l'étranger, particulièrement, on l'a vu du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, on a de très belles collaborations. Il faut les renforcer, il faut continuer. J'espère pouvoir rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur et aussi de l'Éducation nationale au prochain sommet de la francophonie qui va se tenir en France dans quelques mois. Donc, je pense que on a encore un très bel avenir devant nous puis de très beaux échanges à prévoir. Au cours de cette rencontre à laquelle a pris part l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada, son Excellence Bafétigui Ouattara, la ministre québécoise de l'enseignement supérieur a tenu à féliciter la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour son engagement à porter la petite fille et la femme. Au Nigeria, où se tient la 92e session de la CEDEAO. Depuis ce jeudi, la capitale fédérale du Nigeria abrite une session ordinaire du Conseil des ministres de l'institution sous-régionale. Objectif, préparer la conférence des chefs d'État du dimanche prochain. En ligne de mire, la situation économique de la CEDEAO, la résolution des conflits et la lutte contre le terrorisme. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Mama Traoré et Ambroise Asséman. La CEDEAO rencontre des difficultés à mobiliser les financements adéquats à la mise en œuvre de sa mission d'intégration sous-régionale. C'est pourquoi cette 92e session ordinaire du Conseil des ministres de l'institution entend examiner en profondeur le rapport sur l'état de la communauté, rapport évoquant la situation socio-politique, économique, sécuritaire de la région. L'un des points saillants demeure l'impasse que connaît le dialogue engagé avec les autorités de transition établi dans 3 pays membres. Nous n'avons toujours pas pu établir un cadre de négociation avec les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger quant à leur décision de se retirer de notre communauté.
malgré nos entreprises dans l'allègement des sanctions, des invitations au gouvernement pour participer à des réunions techniques et la demande de réunion, nous n'avons pas reçu avoir donc la bonne communication de ces États membres. S'il faut envisager de nouvelles approches de concertation afin de résoudre les crises, le président de la commission de la CEDEAO préconise alors une démarche prospective. Nous proposons un sommet spécial pour discuter de l'avenir de notre communauté afin d'examiner l'évolution dans le monde et son impact sur notre communauté, afin donc de repenser notre intégration en termes de gouvernance, de relations envers les partenaires extérieurs, les normes et les valeurs de notre communauté et l'approche aux questions naissantes telles que les nouvelles technologies, les médias sociaux, les fausses informations. Les propositions et résolutions de ce Conseil des ministres seront soumises à la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se réunira ce dimanche 16 juillet à Abuja. Je voudrais vous inviter à vous ouvrir à des dialogues constructifs. Notre force réside dans notre diversité et c'est à travers notre partage d'expériences que nous serons en mesure de mettre en place des solutions innovantes pour répondre à nos défis. Je voudrais que nous réfléchissions ensemble dans un esprit de pensée critique pour améliorer l'intégration et le bien-être de nos citoyens. Un autre dossier inscrit à l'ordre du jour de cette session, il s'agit de l'opérationnalisation de la force de lutte contre le terrorisme de la CEDEAO. Le financement de cette force est au cœur des réflexions. Parlons économie. Dans le cadre de sa revue annuelle, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a présenté aux membres du gouvernement ce mercredi 3 juillet 2024 à Abidjan les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'UEMOA au titre de l'année 2023. Il ressort qu'au cours de cette année, la Côte d'Ivoire a consolidé sa performance avec un taux très satisfaisant de mise en œuvre des réformes. Les détails avec Jean-Luc Bambou. Puissant vecteur pour l'approfondissement du processus d'intégration économique dans l'espace UEMOA, la revue annuelle permet aux instances exécutives de l'Union d'évaluer le niveau d'atteinte des objectifs poursuivis par le traité de l'UEMOA. Les résultats de la Côte d'Ivoire ont été présentés aux membres du gouvernement. À l'issue de l'évaluation, il ressort qu'en 2023, la Côte d'Ivoire a consolidé sa performance avec un taux très satisfaisant de mise en œuvre des réformes de 85,5%. Cette évolution a porté sur 131 réformes contre 127 en 2022. Cette revue, qui est à sa 9e édition, a été précédée d'une revue technique qui s'est déroulée du 6 au 8 novembre 2023. Elle a porté sur les réformes politiques, programmes et projets communautaires menés par la Côte d'Ivoire en faveur de l'intégration sous-régionale. L'édition 2023 de la revue annuelle révèle des résultats globalement satisfaisants, malgré les risques constatés au niveau international et sous-régional. Ces résultats ont été possibles grâce à l'excellente collaboration avec les structures de l'UEMOA qui accompagnent le pays dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Après ces échanges avec les membres du gouvernement, les commissaires de l'UEMOA ont été reçus en audience par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales, va se tenir du 23 mai au 1er juin 2025. Pour cette 7e édition, la Chine est le pays invité d'honneur. L'information a été donnée par Kobena Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, après avoir reçu récemment en audience l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Didier Nguesson. Après les Pays-Bas en 2023, la Chine sera le pays invité d'honneur l'année prochaine au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA 2025. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani, a donné officiellement l'information à l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, son Excellence Yu Ji.
L'hôte du ministre, heureux de ce choix porté sur son pays, a réitéré son engagement à renforcer les relations économiques entre les deux pays, notamment en termes de développement agricole. Nous apprécions hautement les relations bilatérales qui existent entre nos deux pays. L'agriculture, la coopération agricole entre nos deux pays fait partie de la coopération sino-ivoirienne, très fructueuse. Cette année particulièrement, nous avons décidé de faire de la Chine le pays à l'honneur dans le cadre du Salon de l'agriculture et des ressources animales de 2025. Vous savez, la Chine est un grand pays agricole et est vraiment doué dans la pratique, dans le développement du riz. Nous voulons lui ressembler. Et la Chine également s'est engagée dans d'autres secteurs d'activité tels que la transformation de notre caoutchouc, de l'huile de palme. La coopération sino-ivoirienne permettra aux participants du Sahara 2025 de réfléchir sur les systèmes de transformation agroalimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique. La 7e édition du Sahara se tiendra du 25 mai au 1er juin 2025. Transparence et intégrité. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance en mode de coopération pour promouvoir ce binôme. Cette institution a initié avec la Corée du Sud un programme de formation des agents du secteur public. Pendant 2 semaines, des cadres ivoiriens issus de différentes administrations ont bénéficié de ce renforcement de capacité. Ils ont été reçus à leur retour par le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. On fait le point avec Michel Dicry. Après 2 semaines de formation en Corée du Sud, ils sont de retour à Abidjan avec en main leur parchemin et dans la tête des valeurs qui leur permettront de mieux lutter contre la corruption. En Corée du Sud, la stratégie de lutte contre la corruption, la politique de bonne gouvernance ont pris leurs racines dans la construction d'une société dont chaque acteur, chaque secteur a adopté l'intégrité comme valeur fondatrice. C'est donc une valeur essentielle pour atteindre le développement économique et social tant souhaité. Le partenaire au projet, l'Agence coréenne de coopération internationale, fonde beaucoup d'espoir sur ce programme. Je suis persuadé que la participation active des 13 stagiaires et le soutien du gouvernement coréen contribueront à la mise en place de politiques de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, ce qui réduira le risque de corruption dans le pays et renforcera sa crédibilité internationale. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Epiphane Zorobalo, insiste sur les acquis de cette formation. Vous étiez les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans ce beau pays, ce pays de valeurs, et nous plaçons beaucoup d'espérance dans les connaissances que vous avez acquises, et le vœu que nous formulons, c'est que ces connaissances acquises soient mises à la disposition de notre pays et soient mises à la disposition de l'Académie régionale que nous sommes en train de mettre en place et dont les activités vont être lancées au mois de septembre de cette année même. Un tour à Paris, en France, fin du sommet Afrique-Europe sur les mines. Au cours de la dernière journée consacrée à la Côte d'Ivoire, la SODEMI, Société de développement minier, a présenté les énormes potentialités du sous-sol ivoirien, un sous-sol qui regorge d'énormes richesses. À cette tribune également, le résultat de plusieurs études ont été présentés. Notre envoyé spécial en France, Lanciné Bakayoko. À ce sommet Afrique-Europe de Paris, ce qui a le plus marqué les opérateurs présents en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ce sont entre autres la disponibilité des équipements opérationnels comme le laboratoire d'analyse minérale ainsi que les données géologiques déjà réalisées et compilées. Des données qui révèlent que la Côte d'Ivoire possède environ 35% des ceintures de roches vertes de l'Afrique de l'Ouest, réputées riches en minéralisation, notamment l'or, le diamant, le chrome, le cuivre, le cobalt, le nickel, le lithium ou encore le phosphate, le colombo-tantalite et le manganèse. Un potentiel qui appelle des investissements importants. Nous avons présenté le projet de l'Ouest de la Côte d'Ivoire concernant le fer. Nous avons présenté le projet d'affinage d'or. Nous avons présenté aussi le projet de l'intensification des recherches des métaux stratégiques. Nous avons présenté les infrastructures géologiques.
parmi tant d'autres projets que nous avons à notre agenda. L'exploitation des mines ivoiriennes devrait se bâtir autour de projets intégrateurs structurants, notamment à l'Est et à l'Ouest. À tous ces projets, la Société de développement des mines a indexé les coûts. Au plan institutionnel, le nouveau code minier en finalisation affiche une certaine générosité vis-à-vis des investisseurs potentiels en vue d'une meilleure compétitivité de l'activité minière. L'État de Côte d'Ivoire vous attend. Les ministères sont à votre disposition. La SODEMI est à votre disposition, de tous les partenaires d'origines diverses. Et nous sommes là pour que vous preniez vos parts et nous accompagner. La Côte d'Ivoire est devenue parmi les premiers producteurs de mines en Afrique. D'autres pays comme la Guinée, la République démocratique du Congo, le Sénégal ont également présenté des offres à ces assises de Paris. Amadou Koné est le nouveau président de l'UVICOSI, une victoire à l'issue de l'Assemblée générale élective de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire qui s'est tenue ce vendredi 5 juillet à Yamoussoukro. À l'issue des travaux de cette Assemblée générale, le maire de la commune de Boaké a été élu pour un mandat de 5 ans avec un score de 152 voix contre 24 pour son challenger à Salé Tiemoko. Il succède ainsi au maire d'Atekoubé, Claude Paulin d'en haut. Le dossier vide ici de ce soir nous conduit à Oumé, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Gor. Dans cette localité, l'école inclusive est une réalité. Cette initiative du gouvernement ivoirien à travers le ministère en charge de l'éducation nationale entend intégrer tous les enfants handicapés. 9 régions implémentent déjà ce programme et à Oumé, cette innovation est une bouffée d'oxygène pour les parents de l'EPP Nord et du lycée moderne de la ville, comme nous le dit Victorine Yaoyoboué. C'est bientôt l'heure du salut aux couleurs. Accompagnés de leurs parents, des élèves en situation de handicap se dépêchent pour ne rien rater du spectacle. Attention! Vous l'aurez remarqué, la bidjanaise est traduite en langue des signes. Et comme une contagion à la fin du chant, les autorités invitées n'hésitent pas à applaudir à la manière des malentendants. Pas de meilleure preuve pour montrer que l'école inclusive est une réalité à l'école primaire publique Oumé 1 Nord, située dans la ville d'Oumé. Depuis 2017, cette école inclusive a été créée et elle fonctionne très bien. Du CP1 au CM2 et les résultats sont excellents. Cas pratique, dans la classe de CM2, le maître et ses élèves démarrent la correction d'un devoir de mathématiques. L'élève malentendant exécute l'exercice avec brio. Les visiteurs sont toutefois interpellés par une chose, l'effectif des élèves. Pour ce projet d'école inclusive, les tests disent qu'on ne peut pas avoir plus de 5 enfants avec handicap dans une classe. Cette année, on a 7 malentendants. Nul doute que le corps enseignant est motivé, mais que de difficultés dans la mise en œuvre de l'école inclusive à l'EPP Oumé 1 Nord. Difficultés d'ordre matériel, didactique, sécuritaire, bref. C'est des tableaux à marqueur. Tout à l'heure, vous avez vu que le marqueur ne donnait même pas. Beaucoup de maîtres ne veulent pas venir dans ce projet parce que vous voyez, ils parlent en même temps et signent. Pour 85 élèves, il faut au moins 2 mètres. Un autre frein au projet et non des moindres, le manque d'enseignants spécialisés. Constat au lycée moderne d'Oumé, 2e établissement où s'implémente l'école inclusive à Oumé. Dans l'une des classes de 5e, des élèves malentendants participent activement aux cours de physique. En face de professeurs de physique et une interprète qui est en fait une institutrice de l'EPP Oumé 1 Nord. Faute de professeur de physique spécialisé en langue des signes, elle vient pour sauver les meubles. Comment les filles sont montées dans une lampe torche? En série, papa, danse.
applaudissements pour lui. De quoi préoccuper le proviseur du lycée. Il y a dans ce domaine un manque d'enseignants. On a vu que dans une des classes, il y a un qui n'est pas handicapé, mais qui aujourd'hui maîtrise pratiquement le langage des signes, et c'est lui-même qu'on utilise comme interface pour pouvoir mieux communiquer avec les autres. L'engagement des élèves, véritable catalyseur pour les éducateurs, si bien qu'ils ont inscrit spontanément leur poulain au concours littéraire qui faisait escale à Oumé. Belle prestation des candidats qui ouvrent une perspective nouvelle au dit de la promotrice de la caravane littéraire. Nous avons découvert ici avec plaisir l'école inclusive qu'on ne connaissait pas. C'est un moyen efficace pour permettre à ces enfants-là d'avoir confiance en eux. Galvanisé par de tels résultats, le directeur de l'EPP Oumé 1 Nord n'hésite pas à visiter les foyers, invitant les parents à inscrire leurs enfants à l'école inclusive. Un jour, l'école, ils sont venus à la maison et puis prendre l'enfant. Du CP1 jusqu'à aujourd'hui où l'enfant est au CM2. Quand elle arrive à la maison, quand moi je fais des signes, et elle me dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça en fait. Ça fait qu'avec l'amélioration des maîtres, je peux causer avec ma fille. Quand je l'ai mise au monde, il y a d'autres qui disaient qu'il n'est pas l'homme, qu'il c'est un serpent. Ça fait 2 ans qu'il est là. Aujourd'hui, il arrive à faire bord, A, bas. Je crois qu'un jour, mon enfant va me dire maman, un jour. Malgré ce retour positif, nombreux sont encore les enfants tenus loin des salles de classe. Depuis 2017 jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons pu recueillir 47 enfants en situation de handicap. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 39 parce que les parents ont décroché. Si l'enseignant croit si fort au programme École inclusive, il a une bonne raison. Ils peuvent être des cadres de demain. La preuve, il y a M. Ouattara Ibrahim, je l'ai eu en classe de 4e. Devenu la mascotte de l'école inclusive à Oumé, Ibrahim, le jeune fonctionnaire, s'épanouit au cantonnement des eaux et forêts de la ville. Je peux dire ici, c'est une deuxième famille. Ils me comprennent parce qu'ils savent que non, c'est pas moi qui t'ai décidé d'avoir ce handicap. Ses supérieurs satisfaits de son rendement. Le DIA lui-même en son temps avait dit mais qu'est-ce que nous pouvons faire avec quelqu'un qui est malentendant? Surtout c'est d'une corporation paramilitaire. Nous avons été fort surpris de voir ses compétences, surtout en informatique. L'espoir est permis. Grâce à l'école inclusive, des enfants autrefois jugés inutiles pourront faire la fierté de leurs parents et contribuer ainsi à l'édification de la Côte d'Ivoire. Ces élèves font effectivement la fierté du système éducatif de la ville de Oumé avec des résultats de fin d'année assez performants. La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire a tenu son assemblée générale ordinaire. Le président du conseil d'administration annonce le renforcement du panier de soins en faveur des mutualistes suite au rapport obtenu. Au regard de cette performance de la gestion finance, plusieurs mesures sont inscrites au calendrier social de la mutuelle. Le conseil d'administration entend améliorer les prestations médicales. Fred Oulaï, Khalil Diomandé. Au terme de l'exercice budgétaire de 2023, les comptes affichent la bonne gestion des ressources. Le conseil d'administration de la MUGEPSI, la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, enregistre un excédentaire de 2 838 millions de francs CFA. Au regard de cet excédent budgétaire, cela nous a amené à demander à l'Assemblée générale de nous donner quitus pour agir dans le sens de l'amélioration des prestations au niveau du régime complémentaire obligatoire, dans le sens de l'améliorer davantage. Instrument de solidarité au service des fonctionnaires et agents de l'État, la MUGEPSI entend capitaliser ses bénéfices pour renforcer le panier des soins en faveur des mutualistes. Une étude de prise en charge des mutualistes à hauteur de 80% contre 70% en vigueur, une projection pour la MUGEPSI. Là, j'ai approuvé la répartition de l'excédent de gestion en respectant les différents
pourcentage de répartition. 30% pour les réserves obligatoires, 10% pour le secours mutuel et 60% pour les investissements. Ces résultats enregistrés par la MUGEPSI sont salués par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. La MUGEPSI est désormais certifiée à la norme ISO 9001 pour la qualité et à la norme ISO 27001 pour la sécurité de l'information. À Grand Laou, la Fédération des associations des femmes a bénéficié récemment d'un important don en matériel de travail, ce geste d'un fils de la région pour l'autonomisation des 500 femmes de cette fêtière. Jean-Marc Djadji. 2 broyeuses de manioc, 200 complets de pagne et des ustensiles de cuisine. Voici le don enregistré par Fatoumata Diarasouba, présidente de FAFF-GL, Fédération des associations féminines de Grand Laou. Une contribution de Daouda Konaté en vue de soutenir les 40 associations féminines de Grand Laou regroupées au sein du FAFF-GL. Ce don estimé à 6 millions de francs CFA est salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Je suis très contente. Ils nous ont donné des broyeuses. Comme nous avons déjà notre champ de manioc, nous allons nous mettre au travail pour leur prouver que nous faisons du concret. Le président du Conseil régional des Grands Ponts, Emmanuel Essis-Esmel, et les parrains du FAFF-GL se sont réjouis de la volonté des femmes de Grand Laou à s'organiser en fêtière pour plus d'efficacité dans la quête de leur autonomisation. Je m'engage à vous accompagner pour l'implantation de la Fédération de Grand Laou. Je m'engage également à vous accompagner financièrement et matériellement. Sachons vivre ensemble. Nous avons le programme sur l'autonomisation qui va concerner les cultures du riz, du manioc, du maïs et aussi de la pisciculture dans lesquels nous pourrons insérer ces programmes. Il y a beaucoup de programmes au niveau national faits par le gouvernement qui nous permettent de pouvoir donner l'opportunité à ces femmes-là, une fois constituées en coopérative, en association, de pouvoir mieux les aider. La Fédération des associations des femmes de Grand Laou revendique plus de 500 membres. Elle entend ratisser large dans tout le département de Grand Laou afin de renforcer l'entrepreneuriat féminin dans cette partie du pays. À l'international, au Royaume-Uni, Keir Starmer, nommé nouveau Premier ministre par Charles III, le chef des travaillistes a été nommé chef du gouvernement ce vendredi après la victoire écrasante de son parti de centre-gauche aux législatives hier jeudi. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous.